Spartiate, bienvenue. On va parler toujours et encore du plafond de la dette et faire un tour de l'actualité en général, macroéconomie, géopolitique et crypto. Donc bienvenue à tous. Les Républicains qui remettent en question la date limite du plafond de la dette du 1er juin, alors que les pourparlers se concentrent sur les compromis potentiels. Donc les pourparlers sont au point mort, mais il y a quelques petits compromis par-ci par-là, quelques petits détails où apparemment les Républicains et les démocrates sont d'accord et ils se concentrent à peu près sur des petits détails. Mais pour ce qui est du principal facteur qui bloque les discussions, à savoir les dépenses des démocrates que les Républicains souhaitent faire baisser, là ça bloque. Et ça n'a pas avancé. Il n'y a eu aucun progrès par rapport à ça. Donc on va repartir sur ça. Donc les Républicains de la Chambre ont soulevé des questions mardi sur les commentaires de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, fixant une date limite au 1er juin pour éviter un éventuel défaut de paiement américain, de la dette américaine. Donc les Républicains ne sont pas trop d'accord avec cette date limite, mais pour le moment, elle est toujours fixée. Pendant ce temps, les négociateurs du plafond de la dette se concentrent sur une petite liste de questions clés après que le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se sont rencontrés lundi après-midi. Les questions toujours sur la table comprennent les réformes des permis énergétiques, les nouvelles exigences de travail pour certaines formes d'aide fédérale et la redistribution des fonds d'urgence Covid-19 inutilisés. Et donc, faute d'accord par rapport aux dépenses des démocrates, des dépenses très élevées des démocrates, et ben ils se concentrent sur ces trois secteurs, par exemple. Ces trois idées, en attendant peut-être de trouver un compromis avant la date du 1er juin, là. Donc un groupe important de républicains de la Chambre a soulevé la question mardi, à savoir si la limite de la dette du 1er juin fixée par le département du Trésor pour éviter un éventuel défaut de paiement de la dette était exacte. Nous aimerions voir plus de transparence, sur la façon dont ils arrivent à cette date. Donc là, ils sont en train de poser des questions par rapport à cette date. Vous voyez que le temps n'est pas en leur faveur, on dirait. Donc là, ils remettent en question même la date du 1er juin. Apparemment, c'est fixé par le Trésor américain de Janet Yellen, là. Et ils sont pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, la date est fixée et c'est à voir. Peut-être qu'ils vont repousser ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais on verra par rapport à ça. Mais de ce qu'il en est, il n'y a toujours pas d'avancement, on va dire. Et donc McCarthy a rencontré lundi après-midi Joe Biden, un face-à-face que les deux parties ont qualifié de productif, mais qui n'a pas réussi à conclure l'accord pour relever le plafond de la dette sur lequel comptent les marchés financiers et les investisseurs mondiaux. Donc, vous voyez que c'est au point mort, hein. Ils se sont bien rencontrés hier, mais ça n'a pas suffi. Ça a été productif, ils ont avancé sur quelques détails, mais ça bloque toujours. Donc à voir. À moins de 10 jours d'un défaut, Joe Biden n'a pas encore proposé ou accepté notre solution censée qui relève le plafond de la dette et résout notre crise de la dette, a déclaré mardi le président de la House Republican Conference, Elise Stefanik, à New York. Et donc, en dessous, là, vous avez un négociateur républicain, le représentant Patrick McHenry, NC, a déclaré aux journalistes que les dépenses étaient toujours le plus grand obstacle à un accord. Donc lui, il fait partie des républicains, McHenry, là. Et apparemment, ce qui bloque, c'est les dépenses des démocrates, là, de Joe Biden, le parti au pouvoir. Et apparemment, les dépenses sont trop élevées. Et ils cherchent à faire baisser, les républicains cherchent à faire baisser cette grosse dépense. La question fondamentale ici, ce sont les dépenses. Il ne s'agit pas de jeu, a déclaré McHenry mardi devant le siège du comité national républicain. Il s'agit de conclure un accord avant la date limite qui répond au message du président, selon lequel nous dépenserons moins d'argent l'année prochaine que nous en dépensons maintenant. Donc voilà, hein, les républicains cherchent à faire dépenser, à faire moins de dépenses, à ce que les démocrates fassent moins de dépenses. Biden espère parvenir à un accord sur la dette qui repousserait la prochaine échéance au-delà des élections présidentielles de 2024. Les républicains de la Chambre, qui jusqu'à présent n'ont approuvé qu'une hausse d'1 an,
disent que si Biden veut plus de temps, il devra accepter encore plus de réductions. Donc voilà, hein. Soit Biden se soumet et accepte de moins dépenser, ou soit ça peut être une catastrophe. Donc voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Et donc comme vous le voyez, aucun signe de progrès à la Maison-Blanche. Les républicains mettent fin à plus de pourparlers sur le plafond de la dette. Donc Joe Biden à gauche, le président Joe Biden, et à droite, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre, ne trouve pas d'accord pour le moment. Donc, il va falloir attendre. Hein. Je vous signale qu'on est le 24 mai. Hein. Donc, à peu près dans une semaine, c'est fini. À voir. Les actions mondiaux tombent. Donc, toutes les bourses sont en train de chuter. Alors que le drame du plafond de la dette américaine se traîne. Donc, ce duel-là entre McCarthy et Biden, là, par rapport au plafond de la dette, traîne en longueur. Et ça fait chuter les bourses mondiaux. Hein. Pas seulement américains, mais dans le monde entier. Européens, asiatiques, tout ça. Voilà. Et donc ici, Kevin McCarthy qui dit que nous n'augmenterons pas les impôts. Le problème, c'est que Washington dépense trop. Washington, en gros, c'est le parti au pouvoir. C'est Joe Biden et sa clique qui dépensent trop d'argent. Et McCarthy et derrière McHenry, là, cherche à faire baisser ces dépenses-là. Vous voyez ? Donc, à voir. Maintenant, l'autre problème, là, on était concentré sur le plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement. L'autre problème, c'est le problème qui perdure, c'est l'inflation qui est très élevée et la hausse des taux d'intérêt qui fait peur au marché. Et là, on est à plus de 5% au niveau des taux d'intérêt. C'est des niveaux déjà très élevés. On s'approche déjà de 6%. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont encore augmenter les taux de au moins 0,50 points de base au fur et à mesure, là, courant l'année encore. Mais on s'approcherait des 6. Et là, Jamie Dimon qui anticipe déjà et qui met en garde contre des taux de la Fed de 7%. Donc, bien plus de 6%. D'ailleurs, qui continuera à augmenter les taux encore. Il met déjà en garde parce que là, ça pourrait faire effondrer tout le secteur bancaire et l'immobilier commercial. Oui. Donc, immobilier commercial, ici, on parle des entreprises, des institutions commerciales. C'est-à-dire que vous savez que toutes les entreprises ont des locaux. Apple, Microsoft. Et là, même ces entreprises-là seraient menacées et pourraient peut-être avoir des problèmes de loyer, de choses comme ça. Et donc là, c'est le PDG de la plus grande banque américaine, Jamie Dimon, qui met en garde. La Réserve fédérale par rapport à des niveaux à des taux déjà très élevés en ce moment-là, plus de 5%, et qui irait même jusqu'à 7%. Donc on va surveiller ça, très très dangereux. Et justement, la demande de prêts hypothécaires chute alors que les taux repassent au-dessus de 7%. Donc les taux d'intérêt directeurs, donc les principaux taux sont à 5%, mais comme c'est ça qui fait peur aux investisseurs, c'est que quand les taux d'intérêt montent, tous les autres taux, les taux de prêt, que ce soit les prêts à crédit, les prêts hypothécaires montent également et sont même plus élevés que les taux d'intérêt directeurs. Et là, pour les prêts, en tout cas hypothécaires, on a des taux déjà à plus de 7% qui repassent au-dessus de 7%. Et ça, ces taux-là montent parce que la Réserve fédérale monte les taux d'intérêt. Vous voyez ? Et ça fait augmenter tout le reste des taux. Et comme les taux hypothécaires passent à plus de 7%, et ben la demande pour acheter des maisons baisse complètement parce que les Américains ne sont pas prêts à payer des taux de remboursement aussi élevés, à plus de 7%. Vous voyez ? Donc ça freine la ardeur des Américains à vouloir acheter de nouveaux biens immobiliers. Et donc, comme il y a moins de demandes que d'offres, les prix continuent à chuter. Et donc, voilà, ici, vous avez Money Radar qui le met en avant. Le prix de vente médian des maisons aux États-Unis continue de s'écrouler. Il a encore baissé de 4,1% pour atteindre 408 000 dollars, soit la plus forte baisse depuis... là, je crois que c'est pas 408 000, c'est 408 dollars. Soit la plus forte baisse depuis plus de 10 ans. Donc, du coup, de moins en moins de personnes mettent leurs biens en vente et les acheteurs patientent. Donc voilà, même les gens arrêtent de mettre leur maison en vente parce qu'ils ne vont pas trouver d'acquéreurs puisque les taux d'intérêt hypothécaires sont à plus de 7% à cause de la hausse des taux d'intérêt. Mais
la Réserve fédérale est obligée d'augmenter ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation. Vous voyez que le fait d'augmenter les taux d'intérêt, ça casse complètement la croissance. Vous voyez, et c'est pas qu'aux États-Unis, hein. Toutes les banques centrales du monde qui augmentent ces taux, vous allez voir juste après, même en Europe, ça casse l'immobilier, ça casse la croissance, ça casse une économie. Vous voyez, ça fait augmenter le chômage aussi. Et le chômage, bon, donc plus il y a des personnes qui arrêtent de travailler, et moins l'économie est forte. Parce que une économie forte, c'est des gens, c'est la classe moyenne qui travaillent et qui font progresser la croissance. Et là, et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et là, bah, s'il y a de plus en plus de monde qui vont au chômage, ça fait que l'économie ne va pas faire autant de bénéfices et va chuter. Donc vous regardez, hein, ici vous avez les taux, enfin le prix des maisons, et regardez la chute vertigineuse là en 2023. Donc là, je pense, bah, on est à peu près au plus bas. Hein. On a atteint des hauteurs de 2012. Vous voyez? Donc peut-être que ça va être le moment, hein, d'ici cet été, peut-être d'entrer sur l'immobilier commercial ou résidentiel, tout ça aux États-Unis. Donc après, à savoir, je pense pas qu'à l'avenir aussi, au vu que les Américains sont en train de perdre leur statut de leader mondial, tout ça, l'Eldorado américain ou occidental peut-être ne sera pas aussi fort qu'avant. Et peut-être que l'immobilier ne sera pas aussi fort aux États-Unis qu'avant. Puisque les États-Unis et l'Occident est en train... La population est vieillissante, est en train de sombrer. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y aura une forte demande à l'avenir. Surtout que l'Occident, on va dire, s'appauvrit. Et les États-Unis vont perdre leur statut de leader. L'Europe, voilà, est en train de dégringoler. Donc, l'immobilier, peut-être... ne fera pas, ça sera pas le meilleur marché à l'avenir, l'immobilier américain ou occidental. Vous voyez, il faut plutôt partir, je pense, vers peut-être les pays d'Asie du Sud-Est ou Dubaï, voilà, où en fait tout est en train de se construire, le nouveau monde, on va dire, est en train de se construire. Peut-être que là, c'est là-bas ou en Inde ou des trucs comme ça que le dynamisme va se faire. Après, voilà, ça c'est un petit avis. Je sais pas, hein, si ça se trouve. De toute façon, l'immobilier américain rapporte des bons rendements là, au-dessus de 9, entre 9 et 14%, voire 16. Donc, ça peut continuer, hein, encore quelques années. Donc après, à chacun de voir en tout cas. Donc, la Citi, donc une banque américaine, mais qui s'intéresse au monde entier et surtout à l'Europe, tout ça, qui a les yeux partout, déclare que nous attendons maintenant des hausses supplémentaires des taux de la Banque Centrale Européenne. Plus qu'une et plutôt qu'une. Donc en fait, ils attendent maintenant deux hausses. Pardon. Maintenant, avant, ils penchaient plutôt qu'une dernière hausse des taux en Europe, mais maintenant, ils attendent deux hausses plutôt qu'une et aucune réduction en novembre. Donc, ils ne comptent pas réduire les taux d'intérêt d'ici novembre, tout ça. Donc, un scénario encore catastrophe, surtout que l'Europe est encore plus dans un fil que les États-Unis. Donc l'Europe, elle, pourrait s'effondrer. C'est très critique, là. Ce qui se passe en Europe, là. Pour tous on va dire, ceux qui sont sur le marché du Forex, l'euro, moi, je serais vous, j'y toucherais pas trop. Donc, voilà, ça risque d'être une catastrophe. Mais bon, après, on verra. Ou je parierais contre l'euro, plutôt. Mais bon. Chacun après, pour les traders du Forex, je pense que vous connaissez. Donc les actions européennes chutent alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine trébuchent et que l'inflation au Royaume-Uni baisse moins que prévu. Donc là, on va voir, hein, que l'inflation au Royaume-Uni a baissé. Apparemment, c'est moins que prévu. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle, mais ça baisse quand même. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on voit que l'inflation reste persistante, même que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils sont obligés encore d'augmenter les taux d'intérêt, au risque de provoquer encore plus de faillites bancaires. Vous voyez ? Et donc, voilà, les actions européennes qui chutent. Voilà, toujours, hein, le principal, là, ce qui inquiète le plus, même devant l'inflation et les taux d'intérêt, c'est le plafond de la dette américaine. Parce que là, ça va avoir un effet immédiat. S'il n'y a pas d'accord avant le 1er juin, le PIB américain va chuter de plus de 4%. Donc, c'est une hécatombe de la croissance américaine. Et le chômage va bondir là-bas et les bourses vont chuter de plus de 40%, voire les cryptos. Ça va être un crack
boursier, un crack même mondial, un financier mondial. Donc ça, c'est le principal point, le plus important là, c'est le plafond de la dette et l'accord qui doit être trouvé avant les taux. Les taux, bon, ça va se faire, ils vont continuer, et après les marchés vont continuer à s'effondrer et au bout d'un moment, ils vont se retourner et faire un pivot et recommencer à imprimer et baisser les taux. Ça, on le sait tous. Ça va arriver peut-être d'ici cet été ou un peu plus tard, mais bon. Mais le défaut de paiement, ça n'a encore jamais arrivé. Depuis plus de 40 ans, ils ont réaugmenté le plafond de la dette. Sauf que là, ça bloque au niveau d'un accord. Peut-être que ça va passer comme d'habitude. Sinon, là, cette fois, ça sera la bonne. Et peut-être que les Américains, ils sont pas bêtes non plus, vont laisser faire ça. Peut-être pour secouer l'économie mondiale et essayer de redistribuer de nouvelles cartes, tout ça là. Donc à voir, en tout cas, restez prudents. Moi, là, en stratégie d'investissement, je suis très bullish sur le moyen long terme, surtout sur les cryptos. Moi, je me concentre sur les cryptos. Mais là, j'attendrai quand même la date du 1er juin avant de remettre de l'argent. Là, c'est très critique. Il vaudrait mieux attendre de voir ce qui se passe et de voir s'il n'y a pas une capitulation ou un effondrement. Peut-être que même la Réserve fédérale va profiter de ce défaut de paiement et du crack ou du financier, de cette catastrophe financière pour annoncer qu'elle change de plan, tout ça. Donc, d'ici le 1er juin, vraiment, tout peut se passer. Restez bien à l'affût, tout peut changer. Donc, d'autres corruptions. Ici, là, vous le voyez. Alors, 5 grandes banques soupçonnées d'entente sur le marché obligataire. Donc, c'est des soupçons, mais bon, moi, je pense que, voilà, il n'y a pas de soupçons sans qu'il n'y se passe rien, on va dire. Et ici, là, vous allez voir, donc Citigroup, une banque américaine, Deutsche Bank, banque allemande, la numéro 1 en Europe, HSBC, une grande banque suisse, Morgan Stanley, américaine, et Royal Bank, la Royal Bank du Canada, donc la RBC. Donc voilà, deux banques américaines, une banque canadienne, donc là c'est l'Amérique du Nord, plus deux banques européennes. Bon, la Suisse est en dehors de l'Europe, mais après HSBC c'est un peu partout en Europe. C'est une banque européenne, on va dire. Donc deux banques européennes, deux banques américaines et une banque canadienne. Voilà, l'Occident là, vous voyez que voilà, soupçonné d'entente sur le marché obligataire qui représente énormément de milliards. Le marché obligataire, c'est le plus gros marché. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième là avec le marché du Forex. En tout cas, ces deux marchés sont devant même les marchés boursiers. Donc les marchés boursiers en bourse là, c'est pas les plus gros marchés. D'abord, c'est les marchés, je crois que c'est le marché du Forex. D'abord, les devises là, l'échange de devises. Et ensuite, c'est les marchés obligataires. Là, ça concerne les institutions, les États, les entreprises qui veulent s'endetter et qui vont aller s'endetter, on va dire, et emprunter de l'argent sur le marché obligataire. Et vous pouvez, en tant qu'investisseur, aller prêter cet argent ou mettre votre argent à disposition et toucher des tickets, des bonds qui vont vous donner des intérêts. Et voilà, à la fin, vous allez récupérer les intérêts des bonds plus votre argent que vous aurez prêté, tout ça. C'est comme ça que ça marche sur les marchés obligataires. Et les forex, c'est du trading, du scalping pour trader les devises. Donc, ces deux marchés sont plus gros que les marchés boursiers, avec les actions en bourse, les actions des entreprises. Et là, les marchés obligataires, là, donc où les États, les entreprises vont s'endetter, vous voyez qu'il y a des banques qui sont soupçonnées d'entente. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment grave. Mais bon, après, voilà, la corruption et les falsifications ou les triches, voilà, c'est courant pour ces institutions-là. Donc voilà. Donc ce qui est marqué, 5 grandes banques se sont entendues sur la négociation d'obligations britanniques. Donc apparemment, c'est des obligations britanniques selon l'autorité de la concurrence et des marchés. Donc voilà, ils se sont entendus sur les obligations, enfin les dettes anglaises. Et donc voilà. Voilà les corruptions, voilà jusqu'où on en va. Et justement, concernant donc l'inflation au Royaume-Uni, est tombée à 8,7% en avril contre 10,1% en mars. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. L'inflation sous-jacente est passée de 6,8 à 6,2. Donc moi, ça va, je trouve que c'est bien descendu. Bien sûr, c'est très élevé encore. Une inflation à 8%, c'est vraiment énorme. Mais quand même, voilà, ça baisse quand même. On voit que ça se refroidit là.
au niveau des prix au Royaume-Uni. Après, apparemment, c'était plus élevé. Ça n'a pas assez ralenti, mais quand même, perdre 2% sur l'inflation sur un mois, je trouve que ça va. Ça va dans le bon sens. Surtout que la Banque Centrale Européenne, vous voyez qu'il se pourrait qu'on aurait encore 2 hausses de taux d'intérêt. Donc ça a contribué à faire baisser l'inflation. Donc on verra, on verra. L'inflation aux États-Unis, en Europe, continue sa descente. Peut-être que voilà, d'ici cet été, ça sera bon. On verra. À moins que le défaut de paiement secoue et fasse effondrer tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est sur le bon chemin là. La saga chinoise, je voulais la passer parce que là, la Chine, vraiment, il faut vous intéresser à ça. Et ça concerne l'économie. Hein. Par moi, ma chaîne, c'est une chaîne de crypto, mais tout est lié à ce qui se passe dans le monde. La macroéconomie, la géopolitique. Et voilà, ce qui se passe en Chine et comment la Chine est en train de prendre le lead sur l'économie mondiale. Parce que ça concerne la finance. Hein. Ça vise directement la finance. Et la Chine se positionne partout. Véhicules électriques, ça va être les meilleurs. Avec Tesla américain, mais voilà, il y a de grandes marques. Vous savez que bientôt, on passera, bientôt, peut-être dans 10-15 ans encore, mais il y a déjà des voitures volantes, des drones. Et les Chinois sont les pionniers dans ça. Avec Xpeng, avec Heyang, tout ça. Vous avez les Américains qui sont aussi là, avec l'Ilium et tout ça. Mais je veux dire, les Chinois sont partout. Et là, même sur l'intelligence artificielle, vous avez la Chine et les États-Unis qui se battent pour les puces de semi-conducteurs. Mais la Chine est en train de dominer vraiment. Et la Chine est en train même de prendre la place au niveau de la blockchain, là. Et les cryptos est en train, par l'intermédiaire de Hong Kong, on va revenir sur ça juste après, la Chine est en train de prendre la place de leader et va devenir un hub mondial crypto à Hong Kong qui va servir toute l'Asie, tout ça. Pendant que les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans les pieds avec leur réglementation, ils attaquent la Ripple, Coinbase, tout le monde. Et même les entreprises menacent de quitter les États-Unis. Donc les États-Unis sont en train de perdre leur hégémonie avec le dollar, en train de perdre du temps sur les cryptos. Vraiment, Biden, en fait, c'est une catastrophe. Enfin, le gouvernement actuel aux États-Unis est en train de flinguer les États-Unis complètement. Et la Chine, elle, en profite. Et là, les géants chinois de l'Internet parient gros sur l'IA, alors que Pékin cherche à rivaliser avec les États-Unis sur le changement de paradigme technologique. Donc, ça y est, hein, les Chinois ne sont plus des enfants. Ils ont tout compris. Ils comprennent maintenant comment marche le futur, enfin, la technologie, comment devenir leader financier mondial. Même au niveau géopolitique, au niveau de l'armée, tout ça, la Chine a tout copié des États-Unis, savent comment se prendre position en tant que leader. Et là, ils concurrencent les Américains même sur ça. Vous voyez ? Donc la Chine devient très très impressionnant. Et c'est un peu le nouvel ordre, si vous voulez, mondial. Et il va falloir même s'habituer à ça. Quand je vous dis que l'immobilier commercial va sombrer aux États-Unis, peut-être que l'immobilier commercial n'aura plus sa splendeur aux États-Unis parce que l'Occident se perd. Il faut vous adapter au changement de paradigme. On sait que l'Afrique va être le continent le plus peuplé, le plus jeune. Donc c'est là-bas, c'est en Afrique, au Moyen-Orient, la zone d'Asie du Sud et l'Ouest, ou tu sais, Asie de l'Ouest, tout ça. Et Asie de l'Est aussi, bah, la Chine et tout. C'est cette zone-là maintenant qui est en train de prendre la place dominante. Et avec la Chine en tant que chef, on va dire, de file. Donc, orientez-vous vers là-bas. Ou financièrement, enfin, adaptez-vous. Regardez les situations par rapport à ça. La Chine, qui a un nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis. Donc ça c'est très important. Hein. Et lui, il va avoir du boulot. Hein, parce que vous savez que c'est les deux principales puissances. Bah, lui, il arrive pour sauvegarder les intérêts de Pékin. Donc là, on a bien un ambassadeur pro-Chine et pro-Pékin et gouvernement chinois. Pas là pour faire dans la demi-mesure. Lui, il est là pour les intérêts chinois, en tout cas. C'est l'ambassadeur de Chine aux États-Unis. Mais il est là, il va être basé aux États-Unis pour les intérêts de la Chine. Vous voyez ? Et donc, le chef nationaliste hongrois, là, bon, ça, c'est concernant américain, dit qu'il veut que Trump remporte les élections américaines. Et donc là, Viktor Orban, qui est un peu nationaliste, voilà, qui est dans l'Union européenne, mais voilà, qui est un peu rebelle par rapport à tout ça, lui veut que ce soit Trump, parce qu'il sait que ça peut mettre fin à la guerre, au conflit en Ukraine, ça peut mettre fin à l'affaiblissement des Européens, et Trump peut, apporter d'autres solutions par rapport à tout ça. Et donc voilà, lui, il est pour Donald Trump. Donc Viktor Orban à gauche et Donald Trump à droite ici. Donc
Voilà, si on revient sur la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont beaucoup d'enjeux dans une mer de Chine méridionale libre et ouverte. Donc on va voir, hein, la déclaration en 9 tiré du président Xi Jinping revendique la souveraineté de Pékin sur presque toute la mer de Chine méridionale. De tous les pays qui ont des raisons de s'inquiéter de cette affirmation, aucun n'en a peut-être en jeu comme le Japon, que le Japon et la Corée du Sud. Et le Japon et la Corée du Sud qui sont un peu les vassals, on va dire, asiatiques. Enfin, c'est des Asiatiques, mais c'est un peu les vassaux des Américains. Donc les Américains ont une emprise un peu économique et financière. C'est vrai que le Japon, c'est une catastrophe niveau économique, là. Ils sont en hyperinflation depuis des années. Ils dépendent beaucoup des États-Unis. Et la Corée du Sud aussi s'appuie beaucoup sur les Américains. Et les Américains, comme ils les appuient financièrement, les Américains ont un bon contrôle et ont une bonne position en Asie à travers ces deux pays-là. Et donc, la Chine, elle, qui prend de plus en plus de place, bah ça impacte un peu le Japon et la Corée qui sont un peu dans l'alliance, on va dire, occidentale. Donc, à voir en tout cas. Mais j'ai bon espoir en tout cas. Peut-être, quand je dis bon espoir, c'est vrai que je suis plus un peu dans le camp, on va dire, Chine, BRICS, pour casser un peu l'hégémonie américaine qui fait mal déjà à l'Europe et à mon pays, la France, en les contrôlant, toutes les presses et en mettant des gens comme Macron et toute sa clique de jeunes, là, de Zelensky, Trudeau, Mélanie, tout ça, là, ça fait terriblement mal. Et notre pays, la France et l'Europe, s'appauvrit considérablement avec ces élites corrompues à leur tête. Et donc, j'ai bon espoir même que le Japon et la Chine et même la France se tournent. Une fois que la Chine va devenir trop puissant et que les BRICS vont prendre une part importante. Vous savez que les BRICS, maintenant, c'est déjà plus puissant que le G7. Hein. Donc, on voit le rapport de force va s'inverser. Et peut-être que, comme la Chine sera toute puissante, plus tard, peut-être dans quelques années, le Japon et la Corée du Sud vont se joindre à l'Alliance asiatique. Et la Chine sera tellement puissante, elle pourra les accueillir sous leurs bras. Donc, à voir en tout cas. Bon, après, j'espère un monde plutôt multipolaire. Hein. Je ne veux pas aussi que la Chine prenne toute la place. Je préfère que, de toute façon, ça ne sera pas possible. Ils pourront pas, les Américains sont rodés. Donc, les Américains garderont un petit contrôle léger, au moins sur l'Occident. Donc, il y aura peut-être 2 parties ou 3. Voilà, la Russie, bien qu'ils sont proches de la Chine, elle fait un peu... Enfin, voilà, elle sera plus indépendante. Donc, voilà, l'Afrique aussi va prendre son indépendance, l'Afrique. Et voilà, avec l'Inde, tout ça. L'Inde et la Chine, ça s'entend pas trop. Donc, on se rapproche plutôt d'un monde multipolaire avec plusieurs puissances bientôt. Et je préfère un peu un monde comme ça. Ça peut casser un peu la toute-puissance des États-Unis qui l'utilisent pour contrôler toutes les populations et les peuples. Donc voilà par rapport à tout ça. On est à 27 minutes, hein, quasiment une demi-heure. J'ai même pas encore passé les cryptos. Donc ça va être une vidéo assez longue. Hein. On avance vite dans ce cas. Donc la Chine promet de nouvelles mesures d'audit pour limiter les risques de stabiliser et stabiliser la croissance. Donc la Chine qui fait ce qu'elle peut pour sa croissance intérieure, tout ça. Donc très bien par rapport à ça. Le président chinois Xi veut accroître la collaboration avec la Russie sur l'investissement, le commerce et l'économie. Donc voilà, Xi Jinping a des plans sur plusieurs années. Il a compris qu'il fallait un allié de taille comme la Russie. Il fallait qu'il s'allie. Et de toute façon, la Russie c'est très puissant, donc il compte l'avoir comme allié. Pour faire contrepoids, on va dire, aux États-Unis. La Chine ne peut pas faire contrepoids face aux États-Unis et l'Europe en même temps. Xi a besoin de la Russie pour faire contrepoids à l'Occident, on va dire, et d'autres alliés mondiaux. Donc voilà par rapport à ça. Et donc, la Russie et la Chine signent des accords encore bilatéraux. Donc rien que des accords, ils sont en train de se renforcer. Hein. Et ils n'ont pas besoin de l'Occident, ils n'ont pas besoin de l'Europe pour se renforcer, tout ça. Et regardez, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, Hong Kong va permettre, va ouvrir les exchanges aux traders particuliers, tout ça, aux spéculateurs, aux investisseurs particuliers. Donc la Chine, ça y est, se réouvre à la crypto. Bon, la Chine, plutôt Hong Kong. Parce Hong Kong, c'est un peu indépendant. C'est dans la Chine, mais c'est indépendant. Mais Hong Kong, en tout cas, vraiment va démocratiser ça en Asie, là. Et va devenir le hub le plus important. Et je pense que ça va être la première place financière déjà du monde entier. Même ça dépassera, je pense, à terme New York, tout ça. Et devant Singapour, qui est la première place
financière asiatique. Et là, je pense que Hong Kong va prendre cette place-là. Donc Hong Kong, vraiment très intéressant. Vraiment, et là, ils deviennent pionniers bientôt dans les cryptos. Et donc, vous inquiétez pas, hein, vous avez Ripple qui a déjà en partenariat avec Hong Kong pour la tokenisation immobilière, tout ça. Et vous avez Coinbase et d'autres acteurs, des exchanges comme UOB qui commencent à intégrer le système à Hong Kong, tout ça. Donc la crypto, ne vous inquiétez pas, si ça ne se fera pas aux États-Unis, ça se fera en Chine. Mais la crypto, en tout cas, a un bel avenir là. À travers la Chine qui va devenir la première puissance. Et donc voilà, vous avez des articles, tout ça. On va pas revenir spécialement sur tout ça, mais Hong Kong devrait lever l'interdiction de commerce de détail de crypto le mois prochain. Donc à partir du mois prochain, c'est reparti pour le commerce et les échanges, et ça va aller très très vite, hein. Je peux vous signaler que ça va aller très très vite, et je pense que ça va faire exploser des cryptos comme Conflux Network, ou le Bitcoin, ou même Ripple, des choses comme ça. Parce que cette fois, les Asiatiques, là, les Chinois, vont entrer dans la danse. Le marché, les Chinois étaient un peu restreints. Certains peut-être utilisaient des VPN, tout ça. Et là, la Chine va vraiment entrer du plein pied. Et ça va vraiment hyper les cryptos, hein. Ça va faire exploser les cryptos. Donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle, tout ça. Et donc, les États-Unis, eux, perdent leur leadership de plus en plus sur la crypto. Il y a même Cathie Wood qui a déclaré, là, j'aurais pu sélectionner l'article, mais je ne l'ai pas fait. Mais Cathie Wood qui a dit que les États-Unis sont en train de perdre leur leadership au niveau des cryptos et même leur leadership mondial. Et là, par exemple, vous avez le prince héritier, là, Mohamed Ben Salman, qui dit que je m'en fiche de ce que Biden pense de moi. Donc, vous voyez le non-respect vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis sont en train de perdre le respect qu'ils avaient en temps. Et avec Biden à la tête, je pense que ça va s'accélérer. Donc, vivement, il y a intérêt pour les États-Unis d'avoir Trump ou d'autres leaders un peu plus stricts par rapport à s'ils veulent retrouver leur respect. En tout cas, aujourd'hui ou hier, là, vous aurez une discussion entre Elon Musk et Ron DeSantis, un des protégés de Donald Trump, un républicain, le gouverneur de Floride, qui veut se présenter et qui lui est très aimé, hein. Et lui, bon, c'est le camp Donald Trump, mais lui, en tout cas, il pourrait être un des grands favoris, on va dire, des prochaines élections. Donc on va voir. On a même un autre républicain, Tim, je sais plus comment il s'appelle, et Tim quelque chose, c'est un black là, très très adulé et soutenu aussi, même lui aussi par Elon Musk et par le PDG de Oracle, une entreprise du cloud du cloud, sur le Nasdaq, tout ça là. Donc voilà, par rapport à tout ça, vous avez les cryptos qui continuent leur difficulté là. Le Bitcoin qui a chuté encore ces dernières heures. Et le rouge qui est dominant. Ce qui est un peu logique, hein, parce qu'on se rapproche d'un plafond de la dette. Donc le scénario de baisse peut aller même plus loin pour les cryptos. Les cryptos, si les marchés s'effondrent, les cryptos peuvent revenir... comment dire, peuvent aller à 20 000. Vous voyez, ou même 18 000. Hein. Le scénario du défaut de paiement peut entraîner vraiment les cryptos au plus bas. Donc, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Le 1er juin, là, vraiment, tout va se passer. Enfin, on s'approche. Peut-être que demain ou après-demain, ils vont trouver un accord. Mais pour le moment, c'est au point mort. Donc, chaque jour qu'on se rapproche, plus les jours vont se rapprocher et plus les cryptos vont être dans le rouge et les marchés boursiers, là. Donc, si vous regardez... voilà, ça sent plus la baisse là, à court terme, et on pourrait revenir à 23 000 là. On sent que on peut casser et revenir à 23 000. Et ce serait pas illogique par rapport à tout ça. Donc là, on sent qu'on est dans une sorte de piège. Donc ici, ils disent, hein, c'est un trap, enfin un piège baissier là. Il y a des chances que là, à court terme, je suis pas très optimiste là. C'est rare que je sois pas, voilà, à très court terme, je parle. Après, je vais vous montrer comme d'hab à moyen long terme. Comme d'hab, on s'est retourné, on est haussier. Mais à court terme, on peut aller chercher les 23 000 finalement. Donc voilà par rapport à ça. Regardez, un breakout imminent. Donc soit il y a des chances qu'on aille chercher plus bas. On casse plutôt par la baisse. Mais vous le savez, dans les marchés, c'est souvent la psychologie inversée qui se passe. Quand on s'attend à baisser, en fait, les marchés montent et vice-versa. Donc il va falloir voilà, anticiper les deux cas, on va dire. En tout cas, voilà. Don't get followed, ne paniquez pas. Enfin,
On sait pas, mais moi, je suis en plus, là, à court terme, finalement, 23 000 plutôt que 30 000. C'est vrai que moi-même, j'avais déclaré il n'y a pas longtemps qu'on n'irait plus, même en dessous des 27 000. Finalement, j'avais même pas anticipé. De toute façon, il se passe toujours des choses. Mais le plafond de la dette américaine, là, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais que... Bon, de toute façon, si ça se trouve, c'est du cinéma et je suis en train de tomber dans le piège, là. Ça se trouve, ils vont trouver un accord peut-être d'ici après-demain. Et finalement, tout ça, ça sera que du cinéma. Mais avec tout ce qui se passe là, et le fait qu'ils vont continuer à augmenter les taux d'intérêt, finalement, je pensais qu'ils allaient se calmer, mais ils ne veulent pas se calmer. Donc finalement, bon bah, ça va en dehors de mes scénarios. C'est normal que les marchés soient en peur par rapport à tout ça. Donc voilà, regardez, hein, sur le long terme, je vous signale que on a la courbe orange là, qui est l'AMVR. Tac, tac, tac. C'est la courbe orange ici. Donc en fait, c'est le prix moyen où devraient se situer les cryptos, je pense. Mais en tout cas, vous voyez que, en tout cas, la courbe orange là, enfin les cours en orange, c'est les cours AMVRV là, sont au plus bas. Et là, on dirait que ça va repartir à la hausse. Et là, ça va peut-être se refléter sur le prix. Et là, vous avez une courbe de prix moyen là, en orange. Et là, on va peut-être buter dessus là pour aller chercher au-dessus. Donc là, vous voyez qu'on pourrait buter, venir peut-être dans les 23 000, voire même moins peut-être. Hein. Buter sur ça et vraiment aller chercher plus haut. Donc à voir en tout cas. Mais les marchés, eux, sont vraiment en train de souffrir en ce moment-là. Donc voilà, ici, regardez, mise à jour sur l'heure de journalisation ajustée. Donc là, vous voyez que au bout de 10,2, je sais pas ce qu'il parle, 10,2. Alors attendez, là il parle d'un le temps par semaine. Apparemment, vous voyez que c'est toujours la même chose. Hein. Entre au moment où ça chute pendant un an et au moment où ça explose et que ça va au plus haut, bah là on aurait, ici ils disent qu'on aurait au plus haut en décembre 2023. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais ici ils disent que d'ici décembre 2023 on pourrait avoir un bitcoin entre 160 000 et 180 000 $. Waouh, ça c'est vraiment intéressant, je vais le garder. Donc, vraiment intéressant. Parce que regardez bien, ici, là, regardez bien. Au moment, là, on a appelé très pointillé. Au moment où on descendait, on a eu le marché baissier jusqu'à qu'on a atteint le plus haut. Ça, c'est 10,2, la longue période. Ici aussi, regardez, au moment où on a rechuté, jusqu'à qu'on a réatteint le plus haut, 10,2 là, les semaines là. Et ensuite, là, regardez, au moment où on a rebaissé et qu'on est allé... Bon, peut-être que là, normalement, on aurait peut-être... Finalement, on n'avait pas touché le plus haut là, à 69 000. On a tenté 2 fois. Finalement, on s'est retourné. Et là, on pourrait avoir... Bah là, franchement, pour qu'on atteigne, on touche ça, il faudrait vraiment que là, le Bitcoin parte en rallye stellaire là. Et peut-être que justement, le défaut de paiement américain va faire exploser les cryptos à un niveau qu'on n'aura jamais vu, qui va nous faire atteindre un Bitcoin rapidement à plus de 100K d'ici 7-8 mois là, en décembre. Donc, peut-être ayons la foi, hein. Peut-être que ça va arriver, hein. Mais très 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 intéressant ce chart là. J'espère que vous aurez la patience d'arriver jusqu'à ce moment de la vidéo pour voir ça là. Voilà, hein, sur le court terme, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, hein. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Bitcoin en retournant le cône d'élargissement pour le haut et le bas. Voilà. Bon, écoutez, ici, ça montre que on est dans une façon où on va monter. Voilà, ici, là, il y a marqué là. Enfin, là, quand c'est comme ça, le wedge breakout, en fait, on descend à la baisse. Mais là, ça montre que vous avez un retournement là, des flèches là. Et que là, on fait le wedge breakout. Donc là, on avait un wedge breakout à la baisse. Et là, on a un wedge breakout à la hausse. Donc là, maintenant, ça montre que on est en train de corriger pour monter bien plus haut. Donc quand on voit les scénarios à long terme, on pourrait rapidement exploser. Hein. Donc tout va dépendre de la macroéconomie. Soit le défaut de paiement là, au 1er juin, et les États-Unis vont sombrer. Et là, le Bitcoin va exploser. Soit plus tard, ils vont augmenter les taux. Bon, on verra. On verra par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, regardez, les baleines, eux, continuent. Regardez, les baleines achètent sur les marchés baissiers. Donc, quand ça baisse, ils sont là, ils achètent et ils revendent sur les marchés haussiers. Donc, vous voyez bien, regardez ici, là,
quand on a eu le marché baissier, regardez le creux que ça a eu là. Je vais vous le montrer, je vais vous le zoomer ici. Regardez, ça c'était dans le dernier bull run, les marchés, quand on avait atteint le haut des 69K, regardez comment les baleines avaient complètement vendu. Et regardez, maintenant là, depuis début 2023, ou même avant là, depuis, ouais, on va dire 2022, les baleines réaccumulent. Et là, ils sont quasiment à un plus haut là. Et je pense que là, ils vont continuer à accumuler de plus en plus parce que les marchés là vont recommencer à exploser. Donc, vous voyez comment les baleines sont malines. Donc, faites comme eux. Quand c'est le marché aussi. Après, voilà, il faut connaître un peu. Il faut avoir quelques années d'expérience pour connaître comment les marchés fonctionnent. Mais globalement, vous voyez comment les baleines sont bien rodées et comment elles jouent de nous là. Donc voilà. Hein. Alors que le marché crypto continue d'affronter des vents contraires, les détenteurs du Bitcoin, eux, sont déterminés à conserver, on va dire, leur BTC. Donc les détenteurs, eux, croient de plus en plus, de plus que jamais, en la valeur pérenne de leurs actifs préférés. La proportion de BTC détenue depuis un an est de plus de 68%. Vous voyez? Donc, vous voyez bien que les détenteurs sont déterminés. Hein. Les holders du Bitcoin sont plus déterminés que jamais à garder leur Bitcoin parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose prochainement. Et donc, on doit faire pareil. On doit être convaincu, ça va arriver. Sur le court terme, oui, demain, après-demain, ça va baisser à 23, 20, allez. Mais sur le moyen long terme, ça va partir en rallye que vous ne serez même pas prêt. Donc, à un moment, la meilleure stratégie, c'est d'accumuler en ce moment, d'acheter et d'avoir la patience là. C'est vrai que ça fait plus d'un an qu'on dit qu'il faut être patient, tout ça, pour tout le marché baissier, trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, ça va payer. Faut juste attendre. Donc voilà par rapport à tout ça. Les requins et les baleines restent à leur plat, à plat. Donc les requins et les baleines sur leurs avoirs en Bitcoin. Donc par rapport au Bitcoin et les avoirs, par rapport au Bitcoin, vraiment, les marchés, les baleines sont à plat. Ils ne font plus grand-chose. Ils ont déjà accumulé. Ils sont voilà, en train de surveiller. Par contre, nous constatons que les stablecoins ont été accumulés par ces grands détenteurs, augmentant leur futur pouvoir d'achat. Donc regardez, l'USDC, de 100K à 10K, il y en a 37% détenus. Le BUSD, 6% et le DAI, 39%. Alors que là, on ne parle pas par contre du SDT. J'aurais voulu savoir l'USDT. Mais regardez que la part en stablecoin augmente. Hein. Donc, si toutes ces baleines-là sont en... Les baleines, c'est les gros portefeuilles. Hein, sont pour des millions en capitaux. Tout ça. Et genre, ces baleines-là, vous voyez que ils sont en train... S'ils sont en stablecoin, c'est qu'ils sont prêts à déployer ce cash-là sur les cryptos. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en stablecoin. Sinon, ils seront en dollars, mais ils seront en dehors des marchés. Mais s'ils sont en stablecoin, c'est qu'ils attendent quelque chose. Et vous voyez que ça fait que d'augmenter. Donc, s'ils sont revenus un peu sur les stablecoins, c'est qu'ils attendent peut-être une capitulation, qu'il y a un scénario comme ça qui va faire plonger les marchés. Et donc, ça coordonne avec le fait que les marchés et boursiers et crypto vont peut-être connaître une baisse à court terme, là, dans les prochains jours ou semaines, avant que ça explose. Et eux, les baleines, ou les gros fonds en tout cas, sont parés à ça. Donc suivez en tout cas tout ça, c'est très important. Vous voyez ? Donc voilà par rapport à toutes ces métriques. Là, quelques actualités. Solana qui intègre ChatGPT et lance un accélérateur d'IA en tant que plugin directement depuis son réseau. Les utilisateurs peuvent interagir avec le réseau Solana directement à partir de ChatGPT grâce à un plugin disponible en téléchargement sur GitHub. Donc quand vous irez sur ChatGPT, il y aura un plugin qui vous où vous pouvez qui vous permettra d'accéder peut-être au réseau Solana et directement avec de l'IA, tout ça. Je ne sais pas trop comment ça marche. Donc, Anatoly Yakovenko, cofondateur de Solana. Tous les développeurs d'applications grand public devraient réfléchir à la manière dont leur application sera utilisée par un modèle d'IA. Vous voyez ? Donc, on verra. En tout cas, Solana qui s'adapte, qui essaie de s'adapter par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc, Solana lance son plugin ChatGPT permettant d'interagir avec sa blockchain Layer 1. La solution peut notamment être utilisée pour acheter des NFT ou transférer des tokens. Vous voyez ? Donc, Solana qui s'adapte au nouveau monde. Très bien, j'ai envie de dire.
Solana lance son plugin avec ChatGPT. Donc ChatGPT pour faciliter les interactions avec Solana. Ça, c'est énorme. Hein. Sachant que Solana, avec son expérience mobile, même si je pense que leur téléphone Saga qui est sorti va flopper, c'est pas grave. Au moins, ils ont développé un vrai UX et une vraie expérience utilisateur pour leur téléphone. Et je pense que ce plugin va intégrer aussi leur téléphone. Donc les téléphones Web3 ne sont pas prêts. Et pour moi, Solana est dans un mauvais timing par rapport à tout ça. Ils vont perdre beaucoup d'argent par rapport à tout ça dans un premier temps. Mais on verra pour plus tard. Donc, c'est à voir. On ne sait pas encore quel quel réseau va s'imposer réellement, tout ça. Mais Solana qui s'oriente, et c'est une bonne chose. Hein. Se lie à l'IA, tout ça là. Donc, pour le reste, Elon Musk qui avertit les investisseurs de ne pas parier la ferme sur le Dogecoin. Donc, la ferme, c'est en gros toutes ses économies sur le Dogecoin. Donc là, il met en garde et il a dit en gros que lui, il investissait sur Dogecoin parce qu'il aimait cette crypto, il aimait la race des chiens du Shiba parce que lui-même, il a un chien qui s'appelle Floki. Vous voyez? Donc, il met en garde hein, et il veut pas que ce soit de sa faute. De toute façon, chacun est responsable de ses investissements. Donc voilà, on a Ledger aussi qui a voulu proposer un service, le Ledger Recover. Et ça a été un peu un flop. Ça n'a pas été bien pris par la communauté. Le fait de pouvoir récupérer sa clé, ça peut créer des dangers. Parce que les hackers savent comment après s'y prendre pour utiliser Ledger Recover contre, pour s'approprier les fonds. Et donc voilà, Ledger, eux, essayent d'annuler ce flop et ils annoncent une accélération de leur roadmap open source. Donc voilà, Ledger qui essaye d'éteindre cet incendie, ils ont voulu bien faire en proposant une option supplémentaire au cas où, parce que certains des gens s'inquiétaient de perdre leur mot de passe. Mais le fait d'avoir un produit ou un service qui nous permet de récupérer le mot de passe, ça peut donner des idées aux hackers, des choses comme ça. Donc bon, je pense que Ledger va peut-être abandonner ça. Mais au moins, ils auront tenté. Okay. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Alors, c'est le sujet chaud du moment. Lors de la Bruxelles Bloc C1, la Commission européenne, le Parlement européen et des acteurs majeurs tels que Binance, Circle ou Kraken discuteront du paysage réglementaire actuel. Donc là, apparemment, on va avoir la Bruxelles Blockchain Week et vous avez des gros exchanges qui vont participer à tout ça. Donc, on verra. Si ça peut faire avancer les choses, ce sera pas mal. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. Comme vous le voyez, hein, les cryptos qui montent, enfin le prix du Bitcoin, on verra. Bah... Tac, tac, tac. Je vais partager cette vidéo et je vais vous laisser là. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a là? Les entreprises américaines ont annoncé des rachats d'actions records. Vous voyez que, regardez comment Apple, Meta et Microsoft ont triché. Ils ont racheté leurs propres actions pour... qu'ils ont montré dans leurs résultats trimestriels des bons chiffres. C'est pour ça que Apple et Alphabet et Microsoft avaient déclaré un bon chiffre d'affaires et des bénéfices au-dessus de la moyenne. C'est parce qu'ils ont racheté leurs propres actions. Donc tout ça, c'est que de la triche. Tac, tac, tac. Donc je sais pas si c'est vraiment une image réelle ou pas. Elle a l'air plutôt réelle, mais là, on a ces aides là qui montrent Bojack. Je sais pas si c'est de lui ou pas. Je vais aller sur son tweet. Tac, tac, tac. Non, ici on a bien ces aides, mais... Ouais, parce que vous savez que hier ou avant-hier, c'était la journée pizza par rapport à la crypto. Hein. C'est une journée spéciale. Voilà, où ils avaient acheté 2 pizzas pour un prix modeste et aujourd'hui ça, voilà, c'est devenu incroyable. Et là, maintenant, c'est devenu un jour important, hein, une journée de la pizza, tout ça. Donc, ouais, Binance a bien fêté ça apparemment. Et donc là, Bojack, je pense c'est une image trafiquée là. Donc, les amis, voilà, hein, c'est Cathy Wood qui, voilà, je vous avais dit ça. Les États-Unis sont en train de perdre le mouvement Bitcoin à cause de notre système réglementaire. Donc les États-Unis sont en train de se tirer une balle dans le pied. Hein. Vous l'avez dit, et c'est ce qui se passe. Hein. Donc voilà, Floki qui est à nouveau listé. Ça, c'est les dernières actualités. Hein. Maintenant, quand je finirai mes vidéos, je vous montrerai. Regardez ici, on est en train de rebondir.
sur l'EMA. Je pense que avec le défaut de paiement qui s'approche, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de spécial qui va faire exploser les cryptos et les faire partir en rallye dès le 1er juin peut-être. Donc ça se ressent comme ça, mais voilà, on est sûr de rien. Donc on a les métriques, XRP, tac, tac, tac. Bon. Ledger Sologenic. Le cofondateur de Ledger déclare que la SEC est à son point le plus faible en raison du procès. Ouais. Ok. Voilà les amis, hein, je vais vous laisser là. Et je partage ça, hein, 40 minutes. On est... ouais, 50 minutes. Hein. Bon, je fais pas plus long. Spartiate, force à nous. Hein, et bon après-midi à tous. Allez, à plus.